Madame, Monsieur, donc nous sommes là avec le quart d'heure de 5 minutes académiques dans le palais des académies. Et donc, c'est la première conférence de mon collègue Geneviève Scams que nous avons inscrit il y a 15 mois dans le programme de l'année 2012 où j'étais encore le garant académique. Depuis lors, elle est académicienne, donc j'ai changé de profil. Maintenant, je suis courte, parce qu'elle n'a plus besoin de recommandation académique, responsable académique. C'est le premier. Le deuxième, donc, un peu, mon Dieu, c'est subjectif, mais j'ai fait mes études à Vienne, donc dans la capitale de la musique. Et quand on était étudiant, donc, on traînait toujours dans les salles de musique. Il y avait deux palais, vraiment, mondialement connu, Musikverein et le Concerthaus, et dans chacune de ces institutions, il y avait une grande salle, et chaque soir, il y avait vraiment un concert avec, à partir de Karajan Karajan, Francescatti, encore le grand vacances, et j'en passe des meilleurs. Donc nous, les élèves, avec le peu d'argent, les places debout, au 5 shillings, donc on est allé, mais on était tellement gâtés qu'on n'est pas allé toujours dans les grandes salles. Donc, un Jouéné, tout ça, ce n'était pas assez intéressant, parce qu'il y avait les petites salles, Brahms et la salle de musique de chambre. Donc, ici aussi, par rapport à nos grandes salles de tronc, Alberto, ici, nous sommes dans la salle de musique de chambre, et les duettistes, ici devant vous, vont essayer, en accordant leur violon, exposer donc un sujet qui vous intéresse parce que vous êtes là, et deuxièmement, qui a évidemment une facette médicale et une facette juridique. La facette médicale étant assez connue, donc je ne vais pas vous fatiguer plus qu'un bon quart d'heure, et après ça, disons, Geneviève Scams va concentrer donc son know-how sur le problème médical. Donc ceci en guise d'introduction générale. Une introduction historique, parce qu'il y a aussi un historique. En tant que médecin directeur de Bordeaux, en 1998, fin de l'année, quand le gouvernement Verhofstadt I commençait et Mme Alwood était la nouvelle ministre de Santé publique verte, le premier ministre fédéral vert dans ses fonctions, elle nous a convoqué les médecins directeurs pour un premier exposé de Maître Fagnard, qui nous a exposé ce que nous allons discuter aujourd'hui. Et je dois vous dire que, Fagnard était un brillant conférencier. Ça, j'ai encore devant moi, on a tout compris, on a tout pigé. Oui, non. Sauf que quand on a tout terminé, et c'était enfin quelque chose pseudo-utopique qu'on va régler ce problème qui pesait sur notre pratique médicale défensive, j'insiste sur le mot, ça va encore revenir. À ce moment, donc, vint la douche froide de Mme Alwood qui a dit c'est tout est très bien, maintenant, donc, on va commencer à travailler. 98, donc ça fait, selon les mathématiques, ça fait à 14 ans. C'est encore rien, parce que ça c'est le super Kafka. Mais il y avait le petit Kafka, donc à court terme, parce qu'en 2006, Geneviève Scams, ici présente, a organisé à Louvain-la-Neuve une réunion brillante avec nos collègues étrangers qui venaient pour confronter déjà les expériences et les espoirs des pays, parce que le français c'était aussi encore l'espoir. Et à ce moment, tout était prêt. Les textes étaient là, on entendait les arrêtés d'exécution. Et, last but not least, c'est ça, l'attribution budgétaire. Ça fait 6 ou 12, ça fait 6. 6 années, encore une fois, plus 8, ça fait 14. Donc, si vous voulez, avant qu'on réduise le cursus médical à 6 ans, ça faisait 2 générations de médecins qui sont sortis depuis lors. Et, enfin, ce que M. Fagnard a exposé, mais quasi ready for use, est enfin la réalité. Donc ça, c'est, si vous permettez, c'est un petit coup d'œil dans le rétroviseur, mais qui se justifiait selon moi. Mais il faut vivre avec.
Maintenant, la deuxième chose que ici, je vais vous donner une introduction médicale, mais le 25 novembre, il y a 2 ans, en 2010, j'ai donné une conférence qui était intitulée « Le divorce entre la société civile et le monde médical ». Certains, comme M. Van Kalm et autres visages, étaient présents, donc je vais un peu utiliser mes propres mots, c'est le plagiat pendant 4 minutes, mais de mon texte. Pas comme un candidat, merci, pas comme un candidat Bundeskanzler Gutenberg qui est parti parce qu'il a copié tout un texte sur quelqu'un d'autre. Bien, donc après cette excursion, la partie médicale, avec une série de diapositives, et donc comme je dis, dans notre pièce de musique de chambre, ce sera vraiment un quart, un tiers et le reste, et surtout, ce sont vos questions qui nous intéresseront parce qu'un bon exposé suscite de bonnes questions et une discussion indirecte ainsi. Maintenant, vous voyez ici la première diapositive. Donc, un peu, j'ai essayé de structurer tout ce qui joue dans et autour du monde médical et qui réglemente globalement notre profession. Et donc, ça ne nécessite pas beaucoup de... ici. Donc, ça ne nécessite pas beaucoup de commentaires. À mon avis, c'est clair comme l'eau de roche. Mais ce que nous discutons aujourd'hui, le droit médical, pour les spécialistes et pour ceux qui subissent le droit médical, donc ça intervient, bien entendu, à partir de demandes, la procédure des soins, les professions paramédicales et, bien entendu, le monde médical dans son entièreté et encore, même dans les facteurs socio-économiques, vous ne pouvez pas exclure, et dans les facteurs matériels, ça peut intervenir quand il y a un problème de différents problèmes mécaniques en cerveau. Donc, c'est dans cette structure que s'insère l'exposé, ce qu'on a voulu régler en légiférant. Et donc maintenant, permettez-moi que je situe un peu avec mon propre texte c'est complexe qui est ici devant vous. Donc l'accès aux soins médicaux et à une santé corporelle et mentale fait partie des droits de l'homme élémentaires, même si ceci est souvent oublié lors de différents débats de société à vision humaine et philosophique, et traité généralement de façon superficielle par les politiciens. Néanmoins, donc, les partis politiques ont depuis toujours reconnu l'importance des problèmes sociaux et des soins de santé en général et ont englobé ces sujets selon leur sensibilité spécifique dans leur programme, si possible, avant les prochaines échéances électorales, bien entendu. Puisque, suivant l'adage souvent cité depuis 15 ans, la santé n'a pas de prix, mais coûte beaucoup d'argent, donc ils ont acté, nos politiciens, quasi sans exception, leur analyse et leur proposition sur l'aspect financier ou purement économique incontestablement décisif de cette question, oubliant cependant un volet au moins aussi important, c'est-à-dire celui qui concerne les modalités de fonctionnement fondamentales, entre autres, l'existence et le bien-être des acteurs opératifs de ces problèmes. J'ose dire, parce que ça, c'est naturellement absolument sous la table quand on en parle. Donc, les problèmes des prestataires des soins en général et des médecins en particulier. Des médecins qui restent quand même des acteurs décisifs, n'en déplaise à beaucoup de ceux qui légifèrent concernant les médecins, et même au grand public, de la clé essentielle des soins de santé dans un pays moderne civilisé. Ça, c'est une autre chose qu'avec l'évolution des sociabilités, ces rôles changent. Et avec une vitesse vertigineuse, et souvent en exponentielle, mais c'est un autre problème, on ne va pas discuter aujourd'hui, on en retire un petit segment aujourd'hui pour la discussion. De plus, nous devons encore ici souligner, nous médecins cliniciens curatifs ne sommes pas les seuls, il y a les confrères chercheurs qui font avancer le schmilblick. Et c'est ce que ces chercheurs élaborent
et mettent sur le marché sous forme de médicaments influencent pas uniquement le destin des patients ou des médecins, mais aussi les problèmes qui peuvent surgir à ce niveau. Nous en entendrons parler. Regardez, l'évolution de ces derniers 50 ans qui s'accélère vraiment selon une courbe que je ne suis pas mathématicien pour en donner l'équation, mais là a transformé nos sociétés, les fondements idéologiques, les fondements religieux, les fondements et les comportements dans le contexte social et familial. Donc on peut à peu près résumer ainsi. Donc nous assistons actuellement, et c'est un peu dur mais je réponds de mon analyse, la destruction de la structure familiale traditionnelle de 2 ou 3 générations unies dans le temps et dans l'espace. Regardez les problèmes gériatriques, on est l'expression quotidienne. Le vieillissement de la population avec déstabilisation psychosociale et économique de la population âgée, c'est l'autre volet du même problème. La polarisation de la société en général selon l'axe riche et pauvre. Écoutez, nos contestataires, ils ont raison, c'est 1% de la société qui réunit 99% de biens extra. Donc là, il y a bien entendu, ça va amener en Belgique une médecine à 3 vitesses, ceux qui sont exclus, pas uniquement les SDF, puis ceux qui peuvent encore, la classe moyenne, bénéficier de structures d'aujourd'hui, puis le 5%, pas 1%, qui seront les seuls pouvoir payer le traitement donc de médecine personnalisée dans les palais à 5 étoiles qui dépassent la possibilité de 95% de population. Puis, nous assistons à la disparition des valeurs de référence traditionnelles, philosophiques, religieuses, politiques et autres, et leur substitution par des références douteuses, voire les sectes, ou par la violence aveugle dont les manifestations restent variables. La création de réalité virtuelle générale par des fausses valeurs et donc la référence est entretenue par les médias. Enfin, quant à notre métier, sur ce bouillon de culture idéologique et socio-économique, on enregistre déjà une modification continue des manifestations de différentes pathologies humaines jadis classiques. C'est assez, je dirais, dur, si vous voulez, parfaitement réaliste. J'ai exactement 50 ans de diplôme et à peu près 175 000 contacts patientes, médecins derrière moi. Et 40 ans de bordel. Donc avec ça, je pense que tout ceci est ici, c'est du recul. Remarquons néanmoins que malgré cette évolution générale défavorable et menaçante, la médecine belge se trouve aujourd'hui encore, et le mot encore je souligne 3 fois, dans une situation relativement privilégiée, car à l'instar des 10 à 12 autres pays du monde développé, en grande partie en Europe, la Belgique peut offrir aux couches les plus larges de la société une médecine de très haut niveau pour un prix encore raisonnable et social. Combien de temps encore, je vous renvoie aux récentes discussions budgétaires qui viennent terminer. Donc, je ne sais pas quels sont les derniers détails in cauda venenum, ça nous verrons en quelques jours. Toutefois, si le divorce entre le corps médical et la société devient un fossé définitivement insurmontable, en parallèle avec une évolution économique chaotique, que je suis poli pour ne pas dire catastrophique, échappant à tout contrôle sensé, l'avenir de la médecine belge, de sa qualité et celle de la pratique médicale future ne peuvent être envisagés qu'avec un certain pessimisme. Toutefois, au moins, ça nous verrons d'ici 8 minutes, 9 minutes, dans un cadre légal réglementé. Donc, la première diapositive vous a déjà montré, ça va maintenant, c'est l'autre, pardon. Oui. On va changer parce que... Oui, ça sera bien. Maintenant,
Hop, il y a quelque chose, ça va. On est bien. Oui, est-ce que ça va? Des problèmes techniques. Ok, vous voyez déjà les bases économiques, c'est quand même le fondamental, et c'est à cause de ça que cette loi prenait encore 6 ans depuis 2006, je l'ai déjà dit, et il ne faut pas être nécessairement, comme votre serviteur ici, qualifié par un examen universitaire en première candidate en marxisme-léninisme pour en voir donc la justification, la situation générale spécifique et budget national, vous voyez. Donc ça c'est clair que tant que les moyens budgétaires ne sont pas trop limités, on peut encore exister tout en exigeant une certaine qualité. Naturellement, n'oublions pas que nous sommes dans le système Renard, donc de Bismarck, et avec ça, nous avons une certaine continuité qui est peut-être lentement n'est plus adaptée à notre capitalisme redevenu sauvage. Tant qu'il y avait un équilibre, surtout depuis la Deuxième Guerre mondiale, pendant 40 ans, ça a bien marché, mais maintenant, les structures socio-économiques ne sont plus les mêmes que pendant les Golden 60s et auparavant. Ok, non, ça c'est l'autre direction, mais on va. Donc, en principe, vous voyez ici le résumé, un des résumés de mon exposé de 2010, et donc ici, où est-ce que notre analyse d'aujourd'hui et l'exposé de Geneviève Scans va intervenir. Donc, isolement et rejet de la classe médicale, législation antimédicale, pas ici, mais en général, donc surtout pensons à la loi sur le droit de patient. Je suis politiquement absolument incorrect. C'est une loi sur le droit de patient, mais il n'y a pas un mot sur le droit de médecin. Ça m'a l'air un peu asymétrique. Ni sur l'obligation des patients, mais sur les obligations des médecins. Ça, je m'excuse, ça, il ne faut pas être un grand contestateur pour retrouver ces 4 paramètres, 2 par 2 divergents. Il y aura le numerus clausus, parce que le numerus clausus est quelque chose qui piège la formation des médecins. C'est un autre sujet, mais intervient indirectement. Le range législatif, donc quand vous êtes dans le métier, c'était ma période de président du Conseil de l'Ordre, ça faisait 6 ans. Donc suivre tout ce qu'on a légiféré au niveau fédéral et communautaire et régional, c'était à peu près 20 heures par jour si vous vouliez tout lire, des textes relativement mécompréhensibles, mais on ne peut pas plus contradictoire souvent. Donc, une ordonnance de la région Wallonne ne coïncidait pas nécessairement avec la législation fédérale qu'on nous a envoyée 3 semaines auparavant. Il y avait un juridisme procédurière, donc ça c'est pour les victimes, et donc en principe, la pénibilité de la profession médicale, qu'on n'a jamais voulu être. Pénibilité, c'est pour les syndicats. Ça, donc celui qui fait 60 heures de garde, 2 gardes et 60 heures de travail médical, ce n'est pas pénible par définition. Ce qui est pénible, c'est être derrière les bureaux. Je m'excuse, ça, je suis politiquement incorrect. Mais notre génération, nous l'avons fait. Nous savons qu'est-ce que c'était faire le week-end de samedi matin jusqu'à dimanche soir et encore faire la routine de lundi. Et pour ça, on n'a pas cherché une méthode. C'était normal. Et ça, c'était... Et on a même... Je n'ai pas connu le mot pénibilité jusqu'il y a 10 ans. Et... maintenant, le monde médical, nous avons aussi nos problèmes. Donc, tous les axes de clivage que nous connaissons, donc, il faut vivre avec, généralistes, spécialistes, hospitaliers, domiciliaires, et j'en passe des meilleurs, des différentes associations de défense de professions médicales qui nous défendent, mais entre eux, ils ne sont pas toujours d'accord. Donc, il y a de certains facteurs ici qui engendre la possibilité d'accumulation d'erreurs qui vont mener à l'application de cette nouvelle loi, notamment donc le fait que dans les hôpitaux, vous avez les médecins prestataires, et donc c'est important, on n'en a pas trop parlé, les temps pleins ou les temps partiels et pratiques privées. Et quand vous devez donc
osciller dans ce triangle, et vous n'avez pas l'unité de temps et l'espace, vous faites beaucoup plus d'erreurs. J'ai eu le bonheur que j'ai fait toute ma carrière à Bordeaux pendant 40 ans et que je ne devais pas quitter, sauf quand on m'a appelé ça là pour consulter. Mais j'ai pu concentrer, comme la majorité de mes collègues, c'était une philosophie chez nous. Et là, il faut dire que purement simplement, on a moins de chance ou malchance de faire des erreurs. Ok. Donc, il y a autre problème ici, c'est un problème en fait, c'est l'évolution technique. On va encore bien revenir, mais c'est clair que l'appareillage moderne arrive dans les hôpitaux avec, surtout dans les hôpitaux universitaires, ceux qui veulent être capables de faire la conférence, ces appareils arrivent avec un rythme effréné et effrayant, parce que vous habitez un appareil, vous ne l'avez pas encore amorti, pour ça il faut 7 ans que ce mastodonte positif reste, et déjà vous pouvez changer, parce que l'agent de JE ou Philips vient, ah, vous, docteur, vous n'avez que ça, vous savez, votre voisin a déjà le nouveau modèle. Bien dans le Struggle of Life, selon Darwin, vous devez donc acheter l'appareil plus perfectionné, sinon on ne viendra pas chez vous et on écrira chez le concurrent. Ça, c'est, disons, j'aime les robots, mais il y a aussi un problème. Et là, les urgences, c'est au 2e degré, mais il faut savoir que surtout à Bruxelles et dans les grandes villes, vous avez un problème que certaines de notre population, surtout qui arrivent des Balkans et des autres pays, et ça fait des centaines de milliers à Bruxelles, n'a pas la culture de généraliste pour aller chez lui, mais vient à la gare de Saint-Pierre, Saint-Jean, UCL et Erasme. Et là, il y a des fils, il y a l'encombrement, et là, le temps utile passe, et on peut avoir des problèmes qu'on relève plus tard. Finalement, dans la recherche, normalement, nous sommes aussi touchés indirectement, parce que la recherche, c'est le fondement de progrès clinique avec ce qu'on appelle d'abord recherche clinique ou recherche transactionnelle. Et là, il y a aussi des problèmes où les assurances doivent intervenir. Et donc, là, avant de pouvoir faire la recherche clinique de haut niveau, tranquillement, et selon tous les critères scientifiques, il faut maintenant les budgets costauds, sinon on a les problèmes et donc les patients en subissent les conséquences involontairement. Donc, c'est ma dernière diapositive, parce que quand on y arrive, d'où viennent donc les problèmes. J'aurais pu faire ici à peu près 36 diapositives et énumérer toutes les spécialités avec tous les pièges, mais en général, les éventuels accidents médicaux commencent avec la médecine préventive. Je vous rappelle, l'illustre politicienne française de Nord, Madame Aubry, qui est maintenant mise en examen parce que dans un ministère il y a 27 ou 28 ans, elle n'a pas arrêté un dossier pour assurer l'enlèvement de l'amiante dans différents bâtiments. C'est sa responsabilité qui est engagée. Naturellement, c'est politique, on la cherche. Mais les problèmes donc peuvent commencer déjà à ce niveau et je ne veux pas vous en citer plus. Maintenant, il y a des diagnostics très grossièrement utilisés. Soit votre appareil ne fonctionne pas, donc soit vos yeux n'ont pas posé le bon diagnostic. Donc il y a deux sources. Il y a la source matérielle, objective et subjective. Tous les deux peuvent mener, hélas, à court ou moyen terme, à une situation juridique où le fonds devrait intervenir. En ce qui concerne la thérapie, donc il y a de nouveau l'appareillage. Pensez au procès des radiothérapeutes à Gand, où vraiment, eux, ils ont fait correctement leur champ, les techniciens ont appliqué le champ, mais on n'a pas contrôlé assez souvent la débit dose. Et avec là, malheureusement, le problème était là et leurs plaintes sont fondées. Donc, ce qu'on fait dans notre service, on contrôle la débitose chaque matin. Ça enlève peut-être 20 minutes. Vous irradiez un malade de moins par jour,
Mais vous n'avez pas de problème, et la même chose est arrivée à Épinal en France. Il y a un deuxième procès en cours. Ça, c'est donc côté appareillage. Maintenant, erreur de manipulation, c'est aussi parce que j'étais radiothérapeute particulariste, quand vous établissez un champ qui est, je m'excuse, asymétrique là où ne correspond pas aux données anatomiques, et vous irradiez à côté du tumeur pulmonaire le myocarde. Ça, à moyen terme, il y a des conséquences. Ça, c'est l'erreur technique. Anatomie particulière, c'est le problème de nos confrères chirurgiens, quand vous savez que l'artère carotide interne, je pense, 18 branches, et ces 18 ne sont pas au même endroit que dans la classe d'anatomie que vous avez appris quand vous avez eu 21 ans. Donc, ça arrive, il y a des automatismes, c'est humain, mais ça arrive. Et donc, il y a le chapitre énorme des médicaments, donc soit le choix inadéquat de médicaments, ce qui est un acte spirituel, si vous voulez, cérébral, et là, c'est l'industrie des effets indésirables. Parce que là, si vous avez les bons yeux, une loupe, et vous prenez le papier qui accompagne chaque boîte de médicaments, et vous lisez de A à Z tout ce qui est là, honnêtement énuméré, seulement vous ne prescrivez plus le médicament. Et donc, moi-même, je ne le lis pas, mais on connaît quelques médicaments où on est sûr, et quand il y a des nouveaux produits avec un rythme assez accéléré qui arrive, il faut apprendre quelles sont les sources de problèmes. Et ce qui last but not least, tout ça peut être combiné dans des cas malheureux. Donc, j'étais un peu mécanique en subdivisant ici, mais avec cette partie mécanique, sur le terrain et en face de malade, dans le cadre de votre colloque singulier avec votre malade, donc vous devez réunir tout ceci, parce que même quand la débit dose qui est loupée par l'appareil, il y a aussi un peu les médicaments où vous pouvez compenser, vous mettez, etc., etc. Donc finalement, vous entrez dans un engrenage où il faut être donc solidement ancré pour pouvoir récupérer l'un ou l'autre de ces pièges. Merci pour votre attention. Donc j'ai essayé de transmettre le relais médical et maintenant donc